il peut plus parler, le pauvre. J'avoue qu'on y croyait, mais je ne croyais pas que ça allait être pour nous comme ça. Mon ami El Gringo, comment ça va? Comment ça va, mon ami El Gringo? Petite vidéo bonus aujourd'hui. Ah, ça va mieux depuis la victoire de Montpellier. On repart sur une phase positive. Ah, on est sur la fin, Naïm. Il ne reste plus que 4 journées. Et cette vidéo, on tenait à la faire avec El Gringo parce que vous savez, on aime bien être neutre et donner notre avis de façon objective, même si c'est dur d'être objectif avec l'Olympique de Marseille. Mais il y a un sujet qui nous tenait à cœur avec El Gringo. Et ce sujet, c'est Mason Greenwood. On a nommé la vidéo mi-ange, mi-démon. Est-ce que c'est le bon superlatif, Naïm, pour un joueur comme Mason Greenwood? Non, je dirais peut-être pas ça. Je dirais un génie perfectible. Parce que c'est vrai qu'il y a des choses qui peuvent être améliorées et on va en parler. Mais c'est quand même un talent extraordinaire et il nous a gratifié tout au long de la saison de buts et de gestes de génie. C'est un jeune joueur, donc c'est normal aussi qu'il soit perfectible, surtout qu'il a raté une année complète, on le sait, par rapport à ses problèmes. Donc, c'est intéressant d'en parler parce que c'est vraiment un joueur qui divise énormément. Et je t'avoue que j'ai un petit peu du mal à comprendre. Je comprends certaines critiques qu'on lui fait, mais je ne comprends pas qu'elles soient aussi excessives. Alors, restez vraiment bien, les amis, connectés sur cette vidéo parce qu'il y a vraiment des choses que l'on a sur la Minute OM que personne n'a. Parce qu'on a la chance d'avoir un grand réseau. Donc, on a des stats vraiment très, très, très pertinentes et très importantes et très intéressantes sur Mason Greenwood. Mais moi, il y a 2 images, Naïm, que je veux te montrer parce que pour moi, ça caractérise réellement Mason Greenwood. Je vais te montrer la première. C'est ce truc-là de l'Olympique de Marseille. Mason Greenwood, on est à la 30e journée, il reste 4 journées. Et aujourd'hui, c'est le 3e joueur ayant marqué le plus de buts à l'Olympique de Marseille sur le 21e siècle. Mine de rien, Naïm, c'est une performance de très haut niveau. C'est-à-dire à ce moment de la saison, au bout de 30 matchs. Au bout de 30 matchs. Sachant que sur les 18 buts marqués, on a compté 6 pénaltys. 6 ou 7 pénaltys, oui, selon si on compte celui de Saint-Etienne. Le rebond comme un penalty. Donc on voit quand même qu'il est devant Alex Sanchez, devant Aubameyang. C'est assez impressionnant. Les 2 joueurs qui sont devant lui sont de grands attaquants et surtout, c'est pas un avant-centre. Et lui, c'est pas un avant-centre. C'est pas un avant-centre. Et donc la deuxième image que je voulais te montrer aussi qui est importante, c'est celle-là. C'est celle-là. En gros, quelque part, c'est pour ça que je te parle de mi-ange, mi-démon pour Greenwood. On a d'un côté un joueur qui, au niveau des statistiques, est l'un des joueurs les plus performants de Ligue 1. Et on va le montrer aussi sur notre partenaire Bowler. On va vous sortir des éléments vraiment qui vont vous surprendre. Mais on a d'un côté la réussite du joueur offensif qui marque pas mal de buts et qui est énormément décisif. Mais on a de l'autre côté cette sensation que c'est un joueur qui joue quand il a envie de jouer. Ouais, c'est dans son caractère, c'est dans sa façon d'être. On le voit, c'est un domaine dans lequel il doit s'améliorer, c'est de travailler plus défensivement, d'être plus agressif. Mais on n'en fera jamais Gattuso de Greenwood. Ça, c'est une certitude. Quand tu prends Mason Greenwood, tu ne le prends pas pour défendre sur son couloir et redescendre dans ses 20 mètres. Donc ça rappelle Messi, ça. Ça rappelle Messi à l'époque, même on disait Messi ne dépassait pas 2 km dans un match. On a l'impression qu'il faisait 90% du match en marchant, mais quand il marquait. Et pourtant, quand il a commencé, il se battait sur tous les ballons, Messi. Ouais, exactement. Mais probablement que l'entraîneur a dû lui dire oh, tu te fatigues pour rien. Moi, je veux bien que tu marques. Exactement. Donc bon, ça a toujours été ce cas-là à Marseille. Les joueurs qui avaient beaucoup de talent, mais dont on sentait qu'ils se battaient pas sur chaque duel, ils ont souvent été très critiqués. On peut penser à Nuno Tavares, qui avait quand même un talent extraordinaire, surtout quand on voit les joueurs qui l'ont succédé à son poste depuis. Il n'y en a pas un qui a un 10e de son talent. Mais il avait ce côté nonchalant qui énervait les gens. Greenwood, c'est un peu ça. Moi, encore une fois, comme je dis, on n'en fera jamais un joueur qui se bat, qui s'arrache sur chaque ballon. Par contre, je trouve quand même qu'on note une bonne amélioration par rapport à ce qui se faisait en début de saison dans ce domaine. Et alors, il y a 2 images que je veux te montrer et montrer bien évidemment à nos abonnés. Donc, comme on vous l'a expliqué, on est partenaire d'un projet qui est en cours de développement, qui s'appelle Bowler, qui est à destination uniquement des joueurs. Et en fait, on a la chance d'avoir de la statistique sur ces données-là.
Et il y a deux statistiques que je veux te montrer. La première, elle est là. Mon ami El Gringo, attends, hop là. On va mettre ici. Voilà. La première, c'est sur la saison complète en Ligue 1 à l'instant T. Greenwood, sur les 30 matchs joués, Greenwood est top 3 Ligue 1, derrière Hakimi et Ousmane Dembélé. Et sur la saison complète, et bien évidemment, le joueur ayant le plus performé au niveau du scoring à l'Olympique de Marseille devant Pierre-Emile Højbjerg. Ok. Ouais, et les deux joueurs dont tu parles, ils sont à la fois les meilleurs sur cette statistique, mais c'est aussi le ressenti un peu, je pense, que beaucoup de monde a, c'est que Dembélé et Hakimi sont les deux meilleurs joueurs du championnat cette saison. Oui, il faut. Et il y a donc là, je t'ai parlé de la saison complète. Ça prend en compte, pour que vous puissiez comprendre ces données-là, on est sur la data brute, qui est ensuite analysée au travers d'un scoring. Et ce scoring-là, il prend en compte les actions décisives offensives, les actions décisives défensives. Il prend en compte aussi les buts marqués, s'ils ont été décisifs, ces buts-là, pour ce match-là, enfin pour un match. Et il prend en compte aussi la performance du joueur. Et là, c'est plus intéressant. Et là, on va basculer de l'autre côté. Il prend la performance du joueur pendant 90 minutes. Et là, on voit que Greenwood, sur l'ensemble des joueurs, il est 25e de Ligue 1 et 3e à l'Olympique de Marseille. Ça veut dire que la performance de Greenwood, je pense que c'est ça peut-être qui pose problème à beaucoup de gens qui regardent le match de Greenwood. On a l'impression qu'il n'arrive pas à être constant pendant 90 minutes. Ouais, c'est quelque chose qui est aussi vrai. C'est sûrement une chose sur laquelle il doit progresser. C'est la constance au sein d'un même match. Après, comme je te disais, je pense aussi qu'il y a des paramètres qui font ça, le style de jeu des équipes adverses, par exemple, qui font que pendant une partie du match, c'est compliqué de trouver des espaces et de le trouver lui. Donc, ce qui est aussi une nuance. Alors, c'est pour ça que j'aime toujours remettre les statistiques par rapport à vraiment ce qu'on ressent sur le terrain, ne jamais prendre que l'un ou l'autre séparément. Et ça peut aussi s'expliquer comme ça, mais c'est vrai que c'est une réalité. C'est peut-être c'est une des choses qui lui manque. On a fait de l'analyse, du coup, on a regardé et tout au long de la saison, on a montré des choses sur Greenwood, sur ce qu'il apporte. Et c'est vrai que dans le négatif, on avait dit que, par exemple, dos à la cage, des fois, il perdait des ballons un peu dangereux. On le sent que dans l'agressivité, c'est un peu dur pour lui en Ligue 1 de résister à certains duels. Mais je trouve que la balance, quand même, positive-négative est largement positive et que ce débat est quand même le débat qui est limite. C'est presque un débat pour certains. Est-ce qu'on doit garder Greenwood ou pas? Est-ce que c'est rentable? Alors, c'est ça, là, il y a peu de temps, j'ai lu si grosse vraie offre qui arrive pour Greenwood. On va passer le fait qu'il y a un pourcentage à la revente important quand même pour Manchester United. On ne sait pas si c'est un pourcentage sur la plus-value ou si c'est un pourcentage à la revente aujourd'hui. Il y a un peu un flou là-dessus. Mais Naïm, moi, j'aimerais bien que tu nous montres le nombre de points qui te fait gagner dans une saison, ces joueurs-là. La réalité, au final, c'est aussi ça qu'il faut retenir, c'est que finalement, c'est quand même un joueur qui nous a fait gagner énormément de points depuis le début de la saison. Et ça a commencé très tôt. Si tu te souviens bien de ce fameux match contre Brest, c'est lui qui ouvre le score. Et on s'est rendu compte tout au long de la saison, je n'ai pas arrêté de le répéter, que ouvrir le score, ça a changé toute la physionomie de nos matchs dans 90% des cas. Et qu'on est invaincu quand on a ouvert le score cette saison. Et là, ce but contre Toulouse, c'est à la fois, il ouvre le score dans un début de match qui avait été un peu compliqué. Je ne sais pas si tu te souviens. Bien sûr. Contre Toulouse, qui justement jouait les comme tout le monde. Et là, sur image, je te montre l'angle impossible dans lequel il a marqué. Ce but, pour moi, il est vraiment extraordinaire. Et encore une fois, ça te permet de bien te lancer et de gérer le match très facilement. Naïm, est-ce qu'on n'est pas biaisé? Je te coupe juste la vidéo. Par le début de saison, en fait, parce que sur les 3 premiers matchs, il met 5 buts. Ouais. Et en gros, il envoie un message à la Ligue 1 que Mason Greenwood, outre son affaire extrasportive, sur le terrain, à ce moment-là, on se dit, c'est le meilleur joueur de Ligue 1. Oui, et c'était le meilleur joueur de Ligue 1 à ce moment-là. Pour moi, il n'y avait pas de discussion possible. Seulement, le revers de la médaille, c'est quoi? C'est que dans la foulée, chaque fois qu'il touche le ballon, il avait au moins 2 joueurs sur lui et que c'était le joueur le plus craint, que ça a fait reculer les blocs adverses qui étaient déjà pas très hauts pour jouer contre nous de 10 mètres et que ça devenait de plus en plus dur pour tout le monde. Peut-être que lui aussi s'est relâché, mais je pense que le contexte y était pour beaucoup. En tout cas, que ce soit par ces buts qui ont rapporté des points, on peut penser aussi à celui à Nantes au match aller. Ouais, on est un partout, c'est la 60e minute, et ce but, il se le crée tout seul. Vraiment, il élimine, il frappe, il va chercher le ras du poteau de Lafont. Voilà, tous ces buts, c'est des buts qui ont fait gagner énormément de points toute la saison.
Et en plus des buts, on a vu d'autres gestes de génie qui ont été décisifs. Là, un partout contre Lyon au match retour, cette louche par-dessus la défense pour Højbjerg, c'est quelque chose qu'il aura réussi quelquefois, ces louches, et qui ont été et qui dénotent à la fois d'une qualité technique incroyable et d'autres choses dont je parlerai un peu plus tard. C'est le fait que, pour moi, c'est pas un joueur personnel, contrairement à ce qui est beaucoup dit. Au contraire, je trouve qu'il est très collectif. Ça, c'est exactement le même genre de ballon qu'il va redonner contre Nantes. Encore une fois, il y avait 0-0 à ce moment-là et ça débloque le match. Je pense que le plus récent dont tout le monde se souvient, c'est ce but à un partout contre Toulouse. Encore une fois, dans un match très mal marqué. Si tu regardes bien, Toulouse et Nantes, aller-retour, c'est lui qui débloque. C'est 4 victoires, c'est 12 points. Et pour revenir sur les pénaltys, parce qu'on parle beaucoup du fait qu'il a mis beaucoup de pénaltys, c'est vrai, c'est une réalité. Et j'ai toujours tendance déjà à dire de 1 que les pénaltys, il faut les mettre. Et on se souvient d'une époque pas si lointaine où on ne les marquait pas tous. Je repense à Alexis Sanchez et même un cran en arrière où chaque joueur qui le tirait le ratait à la file, les Germain, Rongier, Benedetto. Et surtout, il y a des pénaltys qui sont très, très difficiles à marquer et qui coûtent très cher. Et pour celui-là, je pense clairement à celui de Monaco. Un partout, 90e, face à un concurrent direct. Ce pénalty, il coûte cher. Donc, voilà, c'est quand même un joueur qui, 1, a une énorme qualité, 2, a marqué beaucoup de buts, des buts qui ont rapporté beaucoup de points. Et le dernier point dont je te parlais, c'est que pour moi, et c'est ça sûrement qui est le plus clivant, et c'est sûrement là où les gens seront peut-être le moins d'accord avec moi, c'est que pour moi, dans le jeu, il est bon, Greenwood. Il oriente le jeu. On avait beaucoup montré en début de saison ces changements d'aile de 50 mètres qui arrivaient dans les pieds, que ce soit la transversale pied droit ou pied gauche. C'est quelque chose qu'on voit moins parce que, encore une fois, les blocs ont beaucoup plus reculé. Donc, il a moins la possibilité de faire ces changements d'aile. Mais on l'a vu contre Monaco, hein, l'énorme occasion de Luis Enrique, ça vient d'un de ces changements d'aile à lui où il bascule le jeu. Donc, je trouve que dans la construction du jeu, il est bon. Contre Toulouse, il y a du jeu à une touche. Là, je vois une belle action avec Enrique Murillo côté droit où il lance Murillo en une touche. Globalement, je trouve qu'il accélère bien le jeu. Et voilà, comme je te dis, il a des défauts. Il perd encore des ballons qu'il ne devrait pas perdre, peut-être parfois un peu par suffisance. Mais je trouve que c'est quand même un joueur très, très intéressant parce qu'il est à la fois capable de percuter, d'amener le doute en 1 contre 1 et aussi qui est très collectif dans la construction du jeu en amont. Je te mets sa hitmap parce qu'elle est importante. Après le match d'Auxerre, on a changé de système. En début de la phase aller, donc il était déjà à 6 ou 7 buts, dont 2 pénaltys quand même, donc il avait marqué 4 buts dans le jeu. Et Greenwood était vraiment un pur ailier qui collait la ligne et qui, en phase de transition, était intraitable. Parce qu'il avait cette position où il décrochait énormément, mais il restait vraiment collé à la ligne. Finalement, dans le nouveau système, on voit qu'il a une activité un peu plus recentrée, mais quand même, il est souvent proche quand même de ce couloir droit, hein. Sachant qu'il est ambidestre, c'est peut-être le joueur le plus ambidestre qu'on ait eu à l'Olympique de Marseille. J'ai rarement vu un joueur qui tire un penalty du pied droit et qui frappe du pied gauche. On avait eu Alfonso qui avait tiré un penalty sur mauvais pied. On avait Kamel Mariam aussi qui était à l'aise des 2 pieds, mais qui était ambidestre aussi. Mais je trouve qu'il a ce talent brut qui est extraordinaire et qui, naturellement, ferait qu'à l'Olympique de Marseille, tu n'es pas capable d'avoir ce type de joueur-là. Je veux dire, on n'a pas les moyens, c'est du top 10 Europe. C'est-à-dire qu'il peut être sur le banc et voire même titulaire dans beaucoup, beaucoup d'équipes en Europe, mais sur le top 10 Europe, il peut compléter un effectif sans problème. Et c'est pour ça qu'on parle des rumeurs actuellement de Liverpool et d'autres gros clubs. Je ne sais pas s'il repartira en Angleterre. Ça, pour le moment, on n'en a aucune idée. Mais quelque part, Naïm, un OM avec ou sans Greenwood, c'est plus la même équipe. Non, du tout. Du tout. Après, tu sais, ces fameuses phases de transition où il excelle, finalement, elles ont été rares parce que les équipes nous attendent tout simplement. Et les buts que j'ai en tête, c'est le premier de la saison contre Brest. Brest, premier match de la saison, ils veulent attaquer fort. On marque d'entrée sur une transition rapide. Montpellier à la suite d'un corner à l'aller parce qu'on menait. Et il y a malheureusement l'action contre Lille où il rate le face-à-face en Coupe de France. Mais voilà, moi, je me souviens surtout que arrivé au match d'Angers, Auxerre, au match aller, quand il était dans ces positions-là, ils étaient 2 voire 3 autour de lui et que c'était très, très compliqué pour lui. Donc, le changement de système, quelque part, le rend moins décisif, le rend moins proche de la cage, mais lui a permis d'être un peu plus à la construction du jeu. Il va falloir essayer de retrouver un bon équilibre, c'est ce que dit le coach. Hein. Vraiment, lui, je pense, dans sa tête, il veut repartir sur un 4-3-3 ou un 4-2-3-1 l'an prochain et avec Greenwood.
Mais jusqu'à la fin de la saison, en tout cas, j'espère que ça veut dire qu'un 4-2-3-1, ça veut dire qu'on repasse à 4 avec Greenwood sur un couloir. Par exemple. Lui, on sait très bien que le coach il veut un vrai numéro 10. Donc, il a quand même recruté Carboni cette saison pour jouer avec un vrai numéro 10, avec des latéraux et avec 2 défenseurs centraux. Mais c'est pour beaucoup, tout le monde voulait qu'on passe en 4-4-3 quand ça allait très très mal. Je te souviens. Finalement, le coach il est resté dans son organisation. Mais comme on dit, tu peux gagner. Tu as gagné énormément de matchs. Non, mais ça veut rien dire le 4-3-3 ou 4-4-2 avec jamais à 5 derrière. C'était. Et si tu es presque à 1 des fois avec Murillo et Garcia qui se projettent, bon, même si le plus souvent, tu as Rongier qui venait compenser en défense centrale. Donc bon, moi Alors maintenant, je vais te poser une question. Du coup, j'ai une question pour toi, mon ami El Gringo. Une question très très importante. Pour toi, Greenwood, cette saison, meilleur joueur de l'Olympique de Marseille ou pas? Meilleur joueur compliqué, il y a Rouli qui est très certainement celui qui aura été à la fois le meilleur et celui qui nous a fait gagner le plus de points. Rabiot a peut-être été un peu plus régulier que lui, ça c'est certain. Maintenant, pour moi, c'est clairement le meilleur offensif et sera été un joueur très très important de cette saison, quoi qu'il arrive, peu importe ce qui se passera d'ici la fin. Donc, meilleur joueur, peut-être pas. Un des meilleurs, oui, sans problème. Et dernière question, si offre à plus de 50 millions d'euros posés sur la table par un club étranger ou même un club français, hein, on peut penser au Paris Saint-Germain, est-ce que l'Olympique de Marseille aurait la possibilité, enfin, si c'était toi, est-ce que tu vendrais Mason Greenwood? Si c'est 50 millions qui arrivent vraiment dans les caisses de l'OM, la question se pose, c'est sûr. Maintenant, si c'est 50 amputé de 25 à Manchester, non, clairement pas. On n'aura jamais, à 25 millions, jamais tu as un joueur de ce niveau-là. Donc moi j'aimerais vraiment le voir continuer. Encore une fois, c'est un très jeune joueur, il ne faut pas l'oublier. Il a beaucoup de talent, il a fait beaucoup de bonnes choses, il est perfectible. Et j'ai vraiment, vraiment envie de voir Mason Greenwood sous les couleurs de l'OM en Ligue des Champions. Les amis, dites-nous en commentaire si vous voulez voir Mason Greenwood ou si à partir de quelle offre vous serez capable de lâcher Mason Greenwood. S'il y a l'offre de 80 millions d'euros dont on parle Liverpool et qu'il y a 40 millions d'euros qui part pour Manchester et 40 millions d'euros pour l'OM, est-ce que vous lâcherez Mason Greenwood cette saison? Est-ce qu'on est capable d'avoir ce type de joueur-là? Si je devais te répondre moi à cette question, mon ami El Gringo, je pars du principe que nul n'est irremplaçable à l'Olympique de Marseille. Et s'il y a une grosse offre, nous, supporters, on n'aura pas trop le choix. Mais Mason Greenwood à l'OM cette saison, c'est quand même la grande classe. On a eu la chance ces dernières années d'avoir de très grands joueurs. Je pense à Alexis Sanchez, qui est aussi une classe internationale. Je pense à Pierre-Emerick Aubameyang, aussi, qui est vraiment une classe internationale. Et là, on a Rabiot, on a Greenwood, on a Højbjerg. Il faut quand même se rendre compte qu'on a passé quand même un sacré cap. Je rappelle qu'il y a quelques temps, on avait Nasser Largué qui était sur le banc de l'Olympique de Marseille avant l'arrivée de Georges Sampaoli. C'est pas si lointain que ça. Et aujourd'hui, on a quand même des internationaux avec des joueurs de très très haut niveau. On va se retrouver, les amis, vendredi pour l'avant-match face à Brest. Parce que là, Naïm, on est sur la grande finale. Pour moi, c'est peut-être le match le plus important des 4 derniers matchs. Et on sera là pour vous décortiquer un petit peu ce qui se passe à Brest, sachant qu'il y aura des absents de marque aussi côté brestois. Et on aura la chance d'avoir Bresson d'hier avec nous. Mon ami El Gringo, c'est toujours un plaisir de faire ce genre de vidéo. Nous, on se kiffe. Dites-nous en commentaire si vous aimez ce type de format avec Naïm. On est bavard, certes, mais on kiffe en tout cas. Et je vous souhaite à tous une belle fin de journée. On se dit à très très vite, à vendredi, pour l'avant-match face à Brest. Salut à tous. John, stop talking. Vincent, Jean-Pierre. Allez-y les toutous. Allez bouffer l'américain.